cet après-midi, nous allons nous pencher sur quelle peine en 2020. Nous avons entendu à quel point le système de la justice pénale a de l'espace pour le progrès, à quel point il est confronté à des problèmes d'objectifs, de finalité, de définition de mission, de description des tâches, de coordination entre les acteurs du système pénal, de cohérence globale. Et pour se lancer dans une étape intermédiaire, c'est-à-dire d'ici 4 ans, on va entendre 2 contributions et je vais présenter la première contributrice qui est Carla Nagels. 2 contributions qui viennent interroger de façon plus large notre démocratie et les valeurs qui sont en jeu aujourd'hui. Notre démocratie à travers une contribution sur ce qui concerne la fraude fiscale, la fraude sociale, qui sont une forme d'atteinte à un fonctionnement démocratique et un fonctionnement de vie en société du bien commun. Et par ailleurs, la façon dont la question du radicalisme, qui est traitée d'une façon assez différente, est également mise en chantier aujourd'hui. Ce sont 2 phénomènes qui ne sont pas spécialement récents, mais qui trouvent une actualité très importante aujourd'hui. Et à travers ces 2 prismes, on va pouvoir se poser quelques questions sur les 5 années qui viennent. Alors, Carla Nagels, que j'ai le plaisir de vous présenter, est directrice de l'école, est présidente, pardon, de l'école de... Ah, ce n'est pas vrai. Donc, ce n'est pas vrai, mais donc elle est... Mais enfin, ce n'est pas vrai, donc voilà, je dis ce qui est. Donc, est sociologue et criminologue. Elle a réalisé son doctorat à l'ULB sur des questions en 2004. Elle a donc terminé sa thèse en 2004, qu'elle a défendue sur une thèse intitulée « Jeunes et violence, une rencontre programmée par la crise de solidarité, analyse du discours de la Chambre des représentants de 81 à 99 ». Pour cette thèse de doctorat, elle a obtenu le prix Gabriel Tarde, et pour ceux qui s'y connaissent un peu, c'est vraiment une très très belle reconnaissance scientifique. Elle a ensuite réorienté ses recherches sur la thématique qu'elle va nous développer aujourd'hui, sur les déviances et délinquances que les élites, notamment dans le cadre de leur milieu professionnel, réalise. Elle a travaillé plus particulièrement sur la fraude sociale des grandes entreprises et investigue en ce moment sur la question de la fraude fiscale. En 2014, elle a publié avec Pierre Lascoum, aussi une très grande référence, l'ouvrage « Sociologie des élites délinquantes, de la criminalité en col blanc à la corruption politique ». Je vous cède la parole. Merci. Voilà, je ne suis pas très douée en technologie et donc je n'ai pas fait de PowerPoint non plus. Je vais me singulariser par rapport à mes prédécesseurs et vraisemblablement mes successeurs aussi. Madame Brion et moi, nous nous sommes rencontrés afin de se demander ce qu'on allait vous exposer et surtout ne pas vous exposer la même chose. Et comme vous l'avez compris, on travaille sur des phénomènes comme Madame De Vos l'a signalé, qui sont en fait diamétralement opposés, qui sont traités de manière extrêmement différentielle au niveau de l'approche sociale et aussi scientifique d'ailleurs, qui vise à encadrer ces phénomènes particuliers. Et donc on s'est dit qu'il serait intéressant de quelque part construire ces interventions plus ou moins en miroir. Hein. Donc ce que je vous raconte là, c'est aussi avec ce qu'elle va vous raconter tout à l'heure qu'il faut le comprendre. Alors ce matin, j'ai écouté avec intérêt et Sonia Snacken et Tom Dams, mais aussi l'intervention de Eefje Hoetzels, puisque quelque part elle traite aussi de phénomènes infractionnels, mais qui sont pris en charge par un système totalement différent que la justice pénale. Et quelque part, ce que je vais vous exposer aujourd'hui, enfin maintenant, c'est la même chose. C'est-à-dire que moi, je travaille sur des infractions qui sont bien établies comme telles, mais qui ne sont pas du tout prises en charge, ou très 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 peu, par l'institution pénale. Alors, mon intervention se découpera en 2 parties.
La première partie vise en quelque sorte l'analyse des pratiques et de leur justification par les acteurs qui mettent en œuvre et qui participent au contrôle de la vie économique au sens large. Elle visera en quelque sorte à cerner quel type de peine les acteurs prononcent et comment ils les justifient. La deuxième partie vise plutôt à travailler et à questionner l'articulation de différentes réponses apportées à ces phénomènes. Les évolutions dans l'articulation, les nombreuses zones d'ombre qui persistent et, en conclusion, l'idée, c'est d'essayer de répondre un tant soit peu à la question posée « Quelle peine pour 2020 ?» Alors, le matériel sur lequel ou en tous les cas, je me suis basée pour cette intervention, mais c'est évidemment les travaux que moi j'ai menés autour de la fraude sociale, les travaux d'Alexis Spire et Katia Weidenfeld en France, qui portent sur la prise en charge institutionnelle du phénomène de fraude fiscale, les nombreux travaux de Pierre Lascoum consacrés à la criminalité des élites, depuis la publication de son ouvrage intitulé Des erreurs, pas des fautes, paru en 1986, les travaux d'Anthony Amisel sur les dispositifs de lutte anti-blanchiment, dispositifs qu'il a analysés en France, au Royaume-Uni, au Canada et en Suisse. Et aussi sur les nombreux rapports disponibles des différentes institutions en Belgique qui sont en charge de la lutte contre ces divers phénomènes. Enfin, l'ouvrage de Dan Kaminsky, Condamné, qui explore les représentations qu'ont les magistrats du siège de la condamnation, a été une source importante. Alors, le premier point. Les pratiques et les représentations des acteurs de la réaction sociale. La matière dont je vous parle aujourd'hui, les infractions commises dans le cadre professionnel par des personnes y assumant une fonction de responsabilité, se distingue en tout point de ce que les Anglais appellent en général le street crime. Depuis le fameux ouvrage de Sutherland, paru en 1949, toutes les recherches confirment que la réaction mise en place par l'État pour répondre à ces comportements qui enfreignent pourtant les règles pénales qu'il a lui-même fixées semble poursuivre des objectifs fort différents que ceux classiquement attribués à la peine. Alors, premier point, de la détection à la condamnation, le rôle qui est prépondérant des acteurs non judiciaires. Premièrement, la toute grande majorité de ce que je vais appeler dans le reste de mon exposé des crimes en col blanc est détectée par des administrations spécialisées comme par exemple les inspections sociales, les contrôleurs fiscaux. Elle fait très rarement l'objet d'une dénonciation par une victime et n'est quasi jamais rapportée à la police, qui ne les recherche d'ailleurs pas activement. Elle peut aussi être détectée par des acteurs privés qui sont dans l'obligation de faire une déclaration de soupçon en matière de blanchiment d'argent, par exemple. C'est là que je regrette le PowerPoint. En Belgique, le secteur bancaire est à lui seul responsable de quelques 21 000 signalements à la CETIF. CETIF, c'est la cellule de traitement des infractions financières qui s'occupe de tout ce qui est blanchiment d'argent. Sur les 27 800 qu'elle a reçus en 2014. Cette année-là, elle a ouvert plus ou moins 7 000 dossiers. Elle en a transmis 1 130 au parquet. Elle ne transmet dès lors qu'un peu moins de 5% des affaires qu'elle reçoit à la justice pénale. Ceci ne veut bien sûr pas dire que toutes les autres affaires concernent des fins infractionnelles. Mais ce que ça signifie sûrement, c'est que l'opportunité des poursuites en matière de blanchiment est assumée en grande partie par un acteur qui se situe en amont du parquet. En France, cette fois, le fisc a démasqué en 2013 16 300 fraudeurs fiscaux avérés. Il en a déféré 1 000 devant un tribunal correctionnel, c'est-à-dire un peu plus de 6%.
En Belgique, l'inspection sociale du SPF Sécurité sociale, nous sommes dans ces bâtiments, a constaté en 2014 au total 12 000 infractions. Elle en a régularisé elle-même 66%. Ce qui est intéressant à constater, c'est que la cellule qui s'occupe des grandes entreprises régularise, elle, par contre, 98% des infractions qu'elle constate. Ça veut dire que dans toutes les infractions qu'elle constate, et il y en a beaucoup, elle n'en transmet qu'à peine 2% à la justice pénale. En matière de fraude sociale et fraude fiscale, surtout quand elle concerne des acteurs puissants, d'autres instances prennent entièrement en charge des fonctions autrement dévolues à la justice pénale. Celle du parquet, à qui revient l'opportunité des poursuites, et celle du juge, qui statue sur la culpabilité et sur la peine. L'inspection sociale assume d'ailleurs pleinement cet état de fait, puisqu'elle stipule, et je la cite, « Les statistiques reprises ci-dessus montrent clairement que la constatation d'une infraction et sa communication aux autorités judiciaires par la rédaction d'un pro-justicia n'est pas un but en soi, mais bien l'ultime moyen pour apporter une solution au problème. » Il s'agit alors de s'interroger sur ce que ces acteurs estiment être le problème et ce qu'ils estiment être la solution à devoir lui apporter. Autrement dit, qu'est-ce qui guide l'action de ce système de réaction sociale dans ces cas particuliers? Cela ne semble assurément pas la punition, au sens où le système pénal l'entend. Mais qu'est-ce qu'alors? En fait, ce sont des acteurs qui disciplinent un milieu professionnel au lieu de punir un coupable. Trois logiques semblent avoir été mises en avant par les multiples recherches menées sur le sujet. La première est financière. L'objectif de la réaction mise en œuvre est de rapporter le plus d'argent. C'est typiquement le cas dans les contrôles fiscaux. Elle est par exemple absolument manifeste en France, où les documents accessibles de la Cour des comptes ne mentionnent que le nombre de contrôles effectués et les sommes qui sont recouvrées. On ne sait absolument rien du nombre d'infractions constatées, ni de celles qui sont régularisées par le fisc et celles qui sont transmises à la justice pénale. Une deuxième logique est restitutive. L'objectif visé est ici de faire cesser le trouble, de remettre en état les lieux et d'indemniser les victimes. Cette logique est très opérante pour tout ce qui concerne des infractions de pollution. Enfin, la dernière logique est disciplinaire. Son objectif est d'inculquer les bonnes pratiques au milieu concerné, de lui apprendre à respecter les normes afin que dans le futur, son comportement soit adéquat. L'avertissement est en ce sens une arme puissante manipulée par les inspecteurs sociaux. Ces trois logiques ne sont pas mutuellement exclusives. Souvent, elles se combinent. Mais les agences de contrôle qui les manipulent ne cherchent clairement pas des coupables. Elles régulent un univers professionnel ou un type d'activité. En fait, les agences de contrôle se perçoivent majoritairement comme des membres à part entière du secteur qu'elles régulent. Elles se soucient certes de l'intérêt général, mais elles protègent surtout l'activité économique contre ses propres dérives. Souvent aussi, il y a des rapports étroits entre régulés et régulateurs. Ainsi, Speer mentionne que parmi les avocats spécialisés dans l'assistance en cas de contrôle fiscal, on retrouve de nombreux anciens contrôleurs fiscaux. Elles utilisent en fait le pénal comme une épée de Damoclès. Elles feront appel à lui si, au bout de multiples avertissements ou convocations, l'entreprise ou le contribuable continue à faire preuve de mauvaise volonté et ne se conforme pas aux injonctions des agences de contrôle. Elles ne lui renvoient pas nécessairement ce qu'elles estiment grave, mais ce qu'elles ne sont pas arrivées à régler par leurs propres moyens. Dans tous les autres cas, utiliser l'arme pénale est jugé contre-productif, car susceptible de rompre le rapport de confiance nécessaire avec le milieu professionnel concerné.
Mais quand elles renvoient au pénal, elles veulent évidemment qu'il agisse avec fermeté. Il en va de leur propre crédibilité. Que fait alors le pénal ? La délinquance économique et financière ne concerne qu'un petit 5% du contentieux total qui arrive au parquet en Belgique. En Belgique, si les affaires économiques représentent 1,12%, les affaires financières s'en sortent mieux, avec 3,8%. Mais ce sont surtout les dossiers de recel et de blanchiment qui alimentent le parquet en contentieux financiers, contrairement à la fraude fiscale qui reste extrêmement marginale. En 2014, 116 affaires de fraude fiscale ont été clôturées pour toute la Belgique. 52 par un classement sans suite et 24 par une citation directe, ce qui suppose qu'il s'agissait de dossiers relativement simples. Notons que la toute grande majorité de ces dossiers, l'auteur des faits est évidemment identifié, même si parfois il est difficile à localiser. Le parquet dépend des logiques administratives de renvoi et il perd en quelque sorte sa fonction principale d'opportunité des poursuites. Mais souvent aussi, la mise en forme pénale du dossier ne va pas de soi et les documents fournis par l'administration ne se prêtent pas toujours bien au traitement judiciaire. Enfin, surtout, si l'administration peut se contenter de constater les faits, le pénal a besoin de prouver une intentionnalité coupable. Chose nettement plus ardue, d'autant plus s'il a affaire à des comportements qui se noient dans un vaste ensemble d'actions et de personnes assumant des degrés de responsabilité multiples, comme c'est le cas dans les grands ensembles économiques. Il classe donc assez facilement sans suite, d'autant plus si, entre-temps, le justiciable a régularisé sa situation avec l'administration. Les chances qu'une infraction économique et financière se retrouve devant un juge de fond sont donc extrêmement faibles, mais elles existent et elles ont été étudiées. Les juges de fond semblent avoir des représentations bien particulières de ces contentieux et surtout de leurs auteurs. Il semblerait que la qualité de la défense et la situation personnelle du prévenu aient un rôle important à jouer sur l'issue de la condamnation. Le prévenu étant en mesure d'offrir une histoire plus crédible, plus normale, lors de sa parution en audience. Des entretiens menés par Dan Kaminsky avec des juges de fond, il ressort que les juges affectés aux affaires financières estiment que les faits visés sont moins graves que d'autres types d'affaires, car relevant plutôt du domaine politique que moral. Perçoivent cette délinquance comme étant sans victime identifiable et ont rarement affaire à ce qu'ils estiment des récidivistes. Ils oublient évidemment tout le parcours administratif qui a précédé le fait qu'ils voient ces personnes devant eux. Contrairement aux autres types d'infracteurs, les délinquants économiques et financiers sont perçus par les magistrats comme des personnes dans la normalité, bien intégrées, qui ne se perçoivent d'ailleurs elles-mêmes pas comme des délinquants. Deux phénomènes viennent appuyer cette normalité. Les juges apprécient d'abord la capacité que ces auteurs ont d'anticiper rationnellement les attentes judiciaires, ce qui montre selon eux qu'ils ont bien compris dans quel pied sont joués. Deuxième phénomène qui vient appuyer cette normalité, c'est la combativité technique des auteurs. La complexité des affaires, la difficulté à préciser exactement les faits infractionnels et à établir les responsabilités, l'usage de la procédure, le travail des avocats de la défense montrent que le prévenu a compris qu'il pouvait bénéficier de réelles opportunités pour résister à la condamnation. Il joue un rôle actif, prend part à sa défense, utilise un langage maîtrisé, compréhensible pour le magistrat, ce qui renforce en quelque sorte sa normalité supposée aux yeux de celui-ci. Ces représentations aboutissent à d'autres types de condamnations que celles très majoritairement prononcées en matière pénale. Dans les différents domaines étudiés, la condamnation à la prison ferme est l'exception. Quand la peine de prison est prononcée, c'est massivement avec sursis.
Le peu de place accordée à l'enfermement se retrouve de manière exemplaire dans le nouveau Code pénal social de 2010, où seules les infractions de niveau 4, celles jugées les plus graves, sont susceptibles d'encourir une peine de prison de maximum 3 ans. Pour rappel, un vol sans violence ni menace peut être condamné à une peine de 5 ans. Les magistrats font appel à l'ancienneté des faits et à la technicité de l'enquête pour justifier qu'une peine de prison n'a plus aucun sens. Ils ne veulent pas entraver l'avenir d'une personne pourtant bien insérée et de surcroît primo-délinquante. Quand une peine est prononcée, l'amende est préférée à la prison et cette fois, elle n'est majoritairement pas assortie de sursis. Néanmoins, en matière fiscale par exemple, ces amendes pénales paraissent souvent dérisoires comparées aux sommes remboursées à l'administration et qui ne constituent pas une sanction administrative au sens juridique du terme. Il s'agit juste de payer un dû. Faute de punir au sens traditionnel du terme, la justice pénale poursuit bien souvent la même logique régulatrice que les agences administratives qui lui ont transmis les dossiers. Elle choisit de manière préférentielle des mécanismes restitutifs ou des transactions pénales. De surcroît, quand elle classe sans suite, elle sait que des amendes administratives vont pouvoir être prononcées. À titre d'exemple, le nouveau Code pénal social, de nouveau, prévoit explicitement que quel que soit le niveau de gravité de l'infraction, une amende administrative puisse lui faire suite, voie conditionnée par un classement sans suite du parquet. Deuxième point, comment articuler les différentes réponses apportées? Mais est-ce si simple? De manière générale, la logique administrative et la logique pénale ne s'accordent pas, tout en poursuivant en réalité un objectif relativement similaire, qui privilégie la régularisation de la situation problématique et non pas la punition d'un auteur. Ainsi, le parquet n'exécute pas les desiderata de la poursuite de l'administration et le juge ne sanctionne pas sévèrement les récalcitrants, mais les réponses apportées restent cohérentes. Le justiciable, pour les mêmes faits, reçoit des réponses du même ordre. Il ne se fait pas punir, on lui demande de se discipliner et de régulariser la situation problématique. On observe cependant des changements. Alors qu'auparavant, les deux sphères de réaction sociale n'interagissaient que très peu, depuis une vingtaine d'années, elles se sont rapprochées et collaborent plus activement. La lutte contre la fraude sociale en est un exemple manifeste. En effet, l'Assemblée générale du CIRS, c'est-à-dire le service d'information et de recherche sociale créé en 2003, regroupe entre autres les différents services d'inspection sociale, un procureur général et un commissaire de police. Mais ce sont surtout les cellules d'arrondissement, créées 10 ans plus tôt déjà et présidées par l'auditorat du travail, donc le parquet en matière sociale, qui concrétisent une collaboration renforcée puisqu'elles organisent et coordonnent des contrôles visant à renforcer la lutte contre la fraude sociale. Évidemment, ce rapprochement a produit des effets. Ainsi, certains inspecteurs sociaux collaborent intensivement avec la justice, organisent des contrôles et des descentes avec les forces de l'ordre, transmettent leurs informations systématiquement à l'auditorat du travail. Ils soupçonnent toujours des comportements relevant de la criminalité organisée derrière les phénomènes qu'ils constatent et en recherchent assidûment les preuves. Mais cela renvoie à des contentieux relativement limités, tels que par exemple les assujettissements fictifs et la main-d'œuvre étrangère. Il me semble pourtant que bon nombre de malentendus continuent à persister. J'en pointerai quelques-uns qui me paraissent assez emblématiques. Le premier renvoie aux logiques d'action du système de réaction sociale. On pourrait poser l'hypothèse que l'objectif de l'administration reste la protection du milieu professionnel contre ses propres dérives, notamment dans le cas de la main-d'œuvre étrangère, la concurrence déloyale que les travailleurs illégaux font peser sur l'ensemble du secteur professionnel concerné, avec évidemment en filigrane les pertes que cela représente pour la sécurité sociale. C'est une fonction en quelque sorte purement instrumentale que l'on attribue alors à la sanction. Quant au système pénal, derrière la main-d'œuvre étrangère, il perçoit des infractions liées à l'accès au territoire, mais aussi et surtout potentiellement de la traite des êtres humains.
c'est-à-dire une infraction grave où la dignité humaine est bafouée. Son objectif est de défendre l'ordre public contre des conduites qu'il juge inacceptables. Il attribue donc une fonction symbolique à la sanction. Administration et justice agissent de concert, mais n'ont pas les mêmes objectifs. Des entretiens menés avec les auditeurs et les magistrats en charge de poursuivre les infractions à l'ordre social, économique et financier, il ressort que pour ceux-ci, l'action pénale ne peut se contenter de défendre un intérêt purement instrumental. Je cite un auditeur. « Le but de l'auditorat, ce n'est pas de faire rentrer des sous dans la caisse. Je ne pense pas que quiconque chez nous raisonne en ces termes-là. Il nous faut une mise en cause de l'ordre public. » Le travail en commun ne peut donc fonctionner que si et seulement si fonction instrumentale et fonction symbolique de la peine peuvent s'activer dans un même contentieux, ce qui dans ces cas-là est rarement le cas. Or, et à mon avis, c'est là un deuxième malentendu ou un autre malentendu qui prend sur le même thème et qui prend une forme différente, les différentes actions entreprises par le gouvernement activent les deux fonctions en permanence, mais dans des arsenaux législatifs différents. Entre exemplarité dissuasive et efficacité financière, son cœur balance. Le contentieux de la fraude fiscale illustre parfaitement cette ambiguïté. Ainsi, le 15 juillet 2013, le Parlement vote une loi portant des mesures urgentes de lutte contre la fraude fiscale. Dans la foulée, la loi de 1993 encadrant la lutte anti-blanchiment est modifiée en substituant la notion de fraude fiscale grave et organisée, la notion de fraude fiscale grave, organisée ou non. La fraude fiscale grave fait désormais partie de l'arsenal des infractions sous-jacentes de blanchiment. Mais paradoxalement, la Belgique vote le 11 juillet 2013, donc exactement au même moment, la DLUTER, la déclaration libératoire unique, troisième version, qui inclut la fraude fiscale grave, organisée ou non, dans les mécanismes de régularisation. Les personnes ou entreprises faisant appel à ce mécanisme ne pourront plus faire l'objet de poursuites pénales pour fraude fiscale ou faux fiscal. Les dossiers introduits doivent cependant obligatoirement être transmis à la CETIF afin que celle-ci puisse vérifier que la procédure de régularisation n'est pas utilisée pour blanchir des capitaux issus d'autres activités criminelles graves que la fraude fiscale pour lesquelles ils ont introduit un dossier de régularisation. Deux poids, deux mesures. D'une main, on manie le bâton, de l'autre, la carotte. La CETIF a en effet ouvert 1390 dossiers de régularisation fiscale en 2014. On sait donc que 1390 dossiers de fraude fiscale grave ont été introduits pour régularisation auprès de l'administration. La CETIF a par ailleurs transmis 84 dossiers de fraude fiscale grave au parquet. Ceci ne veut pas dire évidemment que cela concerne les dossiers de régularisation. Mais ce qui est intéressant, c'est le montant en jeu dans ces dossiers. Il s'élève à 345 millions d'euros, ce qui est loin de le montant le plus élevé de toutes les infractions sous-jacentes relevées. À titre de comparaison, les montants des dossiers de criminalité organisée avoisinent 42 millions et ceux de terrorisme 7 millions. Dire qu'il n'y aura pas de tentative d'harmonisation, de coopération entre les deux logiques et les instances qui les incarnent n'est évidemment pas correct. Mais à mon sens, et c'est là le dernier malentendu que je voudrais pointer, cette harmonisation se fait sur base d'un enjeu qui n'est en fait, selon moi, pas un. L'objectif des différents débats est d'harmoniser les réponses apportées afin que le justiciable ne soit pas puni deux fois pour les mêmes faits. En d'autres mots, qu'on ne puisse pas lui imposer une sanction administrative et une sanction pénale afin de respecter le principe non bis in idem. C'est d'ailleurs l'argument évoqué tout récemment par Cahuzac pour échapper aux poursuites pénales. En gros, ici, on estime que la sanction administrative équivaut à une peine, qu'elle a donc une fonction symbolique forte, associée donc cette sanction à cette... Je recommence.
À cette sanction administrative est donc associée une fonction symbolique forte, puisque c'est une peine. La loi du 20 septembre 2012, Unavia, outre le fait qu'elle augmente sensiblement les amendes pénales, vise surtout et explicitement à n'instaurer qu'une seule voie possible dans la poursuite des infractions fiscales. Si le parquet poursuit, l'administration ne peut plus poursuivre. Un rapport de la Cour des comptes de 2015 concernant cette fois les mécanismes de transaction pénale pour les infractions fiscales estime d'ailleurs que puisque la Belgique a choisi de confier au parquet et non à l'administration le pouvoir de proposer une transaction qui, moyennant paiement, éteint l'action publique, il n'est donc plus question d'acte posé par l'administration en termes de règlement amiable. En d'autres mots, c'est la justice et non l'administration qui règle à l'amiable les dossiers de fraude fiscale. Et c'est là que le bât blesse. C'est partir de l'idée que tous les dossiers de fraude fiscale sont transmis à la justice, ce qui est évidemment totalement faux. Il suffit d'ailleurs de se rappeler qu'en 2014, seules 116 affaires de fraude fiscale ont été clôturées par le parquet. La loi Unavia est d'ailleurs très claire, puisqu'elle stipule en son article 2 que le directeur régional ou le fonctionnaire qu'il désigne peut, dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale, se concerter sur des dossiers concrets avec le procureur du roi. Il n'en a donc aucunement l'obligation. Et il ne le fait d'ailleurs vraisemblablement quasi pas. Alors, quelle peine pour 2020 ? À mon avis, au lieu de se focaliser sur le fait que la sanction administrative punit et doit donc être accompagnée de mêmes garanties juridiques, il faudrait peut-être œuvrer à ce que les intérêts financiers de l'État soient proclamés, au même titre que sa sûreté, comme intérêt majeur à sauvegarder impérativement, afin d'activer une fonction symbolique forte chez ceux qui œuvrent à cette sauvegarde. Néanmoins, cette fonction ne doit pas spécifiquement être dévolue à la sphère pénale. Estimer qu'un comportement est réellement blâmable ne doit pas signifier que pour autant on veuille le punir. Par contre, ce qui me paraît aujourd'hui absolument essentiel, c'est de clarifier l'opacité du pouvoir discrétionnaire administratif, de démocratiser ce pouvoir afin que les citoyens et leurs représentants puissent avoir leur mot à dire sur ce qui guide l'action administrative, mais surtout d'arrêter de faire comme si ce pouvoir n'existait pas. Merci. Merci beaucoup.